Bonjour à tous et merci d'être là pour cette quatrième conférence du cycle événementiel sur les nouvelles formes de travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui porte sur la Learning Company, je vous propose quelques mots d'introduction sur le lieu. Donc d'ailleurs, bienvenue à Léonard Paris, qui est la maison d'innovation du groupe Vinci, un lieu de connexion et de rencontre à travers notamment un certain nombre d'événements que nous organisons, comme celui-ci, mais aussi sur des thématiques très variées et en rapport avec la ville du futur et des territoires. Donc notamment, nous organisons le 25 novembre prochain un événement sur le trottoir et son utilisation dans la Smart Cities. Léonard est, quant à elle, lui, l'équipe d'innovation et de prospective du groupe Vinci. Et c'est le terme prospective qui va nous intéresser ce soir, puisque c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé le cycle événementiel sur les nouvelles formes de travail. À travers ce cycle, nous allons aborder 5 angles de réflexion qui viendront alimenter nos réflexions pour regarder les évolutions à venir en termes d'organisation du travail et derrière de voir quelles actions on peut mettre dans le groupe Vinci. Cette démarche est sponsorisée par Franck Mougin, notre directeur des ressources humaines, et donc nous espérons avoir de vifs débats avec vous pour pouvoir chacun enrichir nos pratiques. Cela étant dit, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, on en a déjà abordé pour ceux qui sont venus à nos précédents événements. On a pu voir, notamment avec l'intelligence artificielle ou la robotisation, un fort impact, une forte évolution en termes d'emploi. Donc, d'ailleurs, la dernière fois, on parlait, est-ce qu'on va toujours avoir un travail? Mais le sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est en termes de compétences. Quelles sont les évolutions de compétences qui vont être nécessaires par rapport à ces nouvelles technologies et autres facteurs qui vont venir faire évoluer notre organisation du travail? C'est l'objectif de cet échange aujourd'hui, et notamment à travers ce modèle organisationnel qui est la Learning Company, qui pourrait être aussi bien traduit par l'entreprise apprenante, mais aussi l'entreprise qui permet et qui donne le cadre pour apprendre. Alors, comment concrètement, en quoi consiste en fait la Learning Company? Quels sont les facteurs clés de succès? Quelles sont d'ailleurs les compétences qui vont nous être demandées, peut-être aussi demain? Ce sont autant de questions que l'on vous propose d'aborder ce soir à travers nos 2 tables rondes. Et je vous propose de commencer par notre première table ronde. Alors, je n'ai pas le... qui avec Sandra Enlard et Philippe Carré, que je vous demande de me rejoindre. Tu as passé là. Vous mettez-vous au milieu. Et puis, vous êtes en effet que tous les deux. Sandra, je me retourne tout de suite vers toi. Donc, tu es multicasquette, parce que tu es consultante et tu es aussi directrice de recherche, exactement. Et tu as écrit un livre sur la Learning Company. Et aussi, dans le cadre de Vinci, tu as amené en fait une exploration et tu accompagnes le développement de POC sur la situation apprenante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en termes d'introduction sur le sujet? Oui, oui, c'est bon. Alors peut-être que le plus éclairant, c'est de raconter un peu les étapes et de pourquoi finalement, effectivement, Vinci m'a demandé de favoriser, je vais dire, un certain nombre de POC. Alors POC, expérimentation, hein, pour ceux qui parlent, voilà, normalement. Et donc peut-être retracer ça, parce que je crois que ça permet de bien poser le sujet de l'évolution des environnements d'apprentissage. Au départ, il y a à peu près 2 ans et demi, Franck Mougin, donc le DRH du groupe Vinci, prend conscience qu'il est absolument indispensable d'anticiper et de développer les compétences de demain, du fait d'un certain nombre de transformations qui percutent le groupe dans son ensemble, et vraiment cette intuition très forte que si on n'anticipe pas sur ces évolutions de compétences, on va se retrouver avec de vrais problèmes, de vrais déficits de compétences, ou en tout cas de vrais problèmes sur le terrain pour voilà, être capable de répondre à tous les défis du groupe. Ça, c'est vraiment le point de départ. Il faut absolument qu'on pose la question de comment vont évoluer les compétences à échelle à 5 ans, disons, pour ne pas aller trop loin. Deuxième intuition, on ne résoudra pas les défis qui sont posés par les évolutions techno-organisationnelles, sociétales, tout ce qui fait que les compétences vont évoluer, on ne résoudra pas ça avec le modèle traditionnel de formation du groupe, qui est évidemment, comme dans beaucoup de groupes, consiste à avoir des centres de formation, des académies, des universités, voilà. Et le fonctionnement logique jusque-là consiste à dire on va envoyer des gens en formation, et puis voilà, une fois qu'on les aura envoyés en formation, ils seront compétents, et donc on n'aura plus de sujet de compétences.
Et il est clair que là, l'intuition, compte tenu de la profondeur des changements, de la rapidité des changements et de la nature même des changements, on ne peut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut fermer tout ça, ça veut dire qu'il faut absolument avoir une réflexion et une action complémentaire à ce qu'on peut faire dans ces centres de formation. Et là, le thème clé qui, en tout cas moi, qui fait que je suis venue, c'est de dire l'enjeu majeur, c'est de travailler sur les situations de travail apprenantes. Comment faire? Parce que moi, j'aime pas beaucoup le terme learning company. Je l'ai pris, bon, pour des raisons éditoriales, on m'a un peu imposé ce thème-là, parce que je le trouve très ambigu, effectivement, entre, tu l'as très bien dit, entre l'entreprise apprenante, entre, bon, bref. Alors que rendre les situations de travail apprenantes, pour moi, ça, c'est le vrai défi, c'est le vrai sujet. Et je crois que ça parle de soi, c'est-à-dire que ça dit bien que c'est au plus près du terrain qu'il est important de repenser le travail et tout ce qui fait qu'il y a une situation de travail. Et du coup, c'est une vision, à mon avis, plus englobante de ce que c'est que la compétence et qui ne peut pas se centrer uniquement sur un certain nombre de savoir-faire, même si on y ajoute savoir-être et autres. Donc c'est vraiment le point de départ. À partir de là, c'est vrai que le groupe Vinci est particulier parce que je pense qu'il est quand même très marqué par une culture autour de l'idée que apprendre, ça passe par le fait de faire. Donc on est dans un univers où le fait de parler de situation de travail apprenante est quelque chose qui apparaît comme assez simple, assez évident, déjà dans l'acceptation de l'idée. Donc ça, c'était déjà énorme. On n'a pas eu besoin de batailler pour dire c'est au niveau des situations de travail qu'il faut qu'on investisse les choses, c'est là qu'il faut qu'on expérimente. Et ça, c'est un point important. Et puis, dernier point peut-être pour brosser le paysage, ce qui a été extrêmement intéressant, puisque j'ai commencé moi par faire le tour des directions générales pour essayer de voir quelle est la nature des emplois sur lesquels il fallait poser ces questions de compétences pour les années à venir. Et de manière très, je trouve très intéressante, les métiers qui ont été choisis pour expérimenter sont des métiers de compagnons, des métiers de chefs de chantier, des métiers de techniciens, des métiers de soudeurs, des métiers de... Je ne vais pas citer tous les métiers qui ont été à un moment discutés, mais vous voyez qu'on n'a quasiment pas évoqué de métier de l'encadrement, même si c'est venu après dans un deuxième temps. Mais donc il y avait une conscience dans ce groupe très aiguë que la révolution des compétences, elle allait se passer dans ces métiers de base et que si on n'était pas capable de donner, de penser un accompagnement et des situations de travail qui permettaient à ces métiers-là d'évoluer et de rester, j'ai envie de dire, à des niveaux d'employabilité dont on avait besoin, c'est là qu'on prenait des risques, ce que je trouve quand même assez passionnant. À partir de là, qu'est-ce qu'on a fait très concrètement de manière très résumée, évidemment? On a monté un certain nombre de POC qui, en gros, ont tourné autour de 3 thématiques. Et ces 3 thématiques se sont renvoyées la balle parce que je pense qu'il n'y en a jamais une isolée. Les trois thèmes sur lesquels on a expérimenté des choses, c'est d'abord la question des modalités pédagogiques. Et là, en ce qui concerne les modalités pédagogiques, c'est vrai que la loi de septembre 2018, avec l'innovation autour de la FEST, la formation en situation de travail, a été un boulevard. Et on a vraiment pu, grâce évidemment à cette loi, mais aussi grâce au fait qu'à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit chez Vinci Construction, que ce soit, enfin beaucoup chez Vinci Construction, mais que ce soit aussi dans les autres, que ce soit Airport ou que ce soit Vinci Énergie, il y a vraiment eu une prise en main par les acteurs de terrain de la formation, l'envie d'expérimenter, l'envie de se saisir de cette modalité, et donc l'envie de voir ce que ça pouvait donner que de monter des expérimentations autour de la FEST. Et on est en plein là-dedans et vraiment, je trouve que ça part, c'est absolument passionnant de voir ce que ça fabrique et ce que ça donne et justement d'avancer sur de quelle FEST on a envie et de ce qu'il est, de ce qui ne l'est pas, parce qu'on est quand même aujourd'hui en France à un moment assez crucial dans la définition même de ce que c'est que ce qui fait la valeur ajoutée de la FEST. Deuxième thématique, c'est bien sûr les outils, les technos, c'est comment le fait de tout d'un coup utiliser tel type d'application, le fait de donner des tablettes de tel type à tel type de métier, bref, comment tout ça amène à poser des questions spécifiques d'appropriation, d'accompagnement, et comment est-ce qu'on doit réfléchir à chaque fois en se disant le sujet, c'est pas tellement la techno, c'est qu'est-ce qui fait qu'on s'approprie cette techno et en quoi ça change ou pas des représentations du travail, des représentations des modes de collaboration, des façons de penser l'activité au niveau des utilisateurs. Or, très souvent, dans ce genre d'entreprise, mais il n'y a pas qu'ici, on est plutôt axé sur la techno qui va effectivement faire gagner, je sais pas quoi, du temps ou
de l'efficacité ou de la performance sur tel ou tel point de gestion, de passage de l'information et autres. Et on n'interroge pas assez la question de l'appropriation par les utilisateurs et de la manière dont ces technos changent ou ne changent pas la représentation qu'ils ont de l'activité. Donc ça, c'est le deuxième axe, ce sont les technos, et c'est aussi là-dessus qu'on expérimente. Et le troisième axe, qui évidemment a surgi très très vite, et là je ne vais pas vous étonner, c'est le modèle managérial, parce qu'il est évident que quand on commence à dire ce sont les gens qui apprennent en situation de travail et la façon dont on pense les modalités, la façon dont on pense l'appropriation des outils, ne peut marcher que si on s'intéresse au fait que ce sont eux qui apprennent et donc à tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on sort d'un modèle où c'est pas forcément le chef qui va expliquer aux compagnons parce qu'il est forcément plus compétent et c'est pas forcément comme ça que ça va marcher et c'est pas forcément des modèles transmissifs du haut vers le bas. On interroge le modèle managérial et alors là, je voudrais pas être cruel, mais je pense que dans un groupe comme Vinci, on peut se poser quelques questions sur effectivement un modèle relativement pyramidal, relativement voilà, du haut vers le bas. Et les questions autour de la formation, les questions autour de comment on apprend, percutent, interrogent, obligent à poser des questions. On a par exemple monté un certain nombre de POC, que ce soit chez Eurovia ou chez Vinci Construction, autour de la sécurité, mais non pas autour de comment un chef de chantier peut expliquer à ses compagnons ce que c'est que les consignes de sécurité et le fait qu'il faut les respecter, mais de s'interroger sur comment les compagnons, eux, ont des choses à dire sur la sécurité, mais que ce qu'ils ont à dire soit entendu. Et est-ce que c'est possible d'avoir cette parole-là? Et comment est-ce qu'elle devient apprenante? Bon, voilà, ce genre d'expérimentations qui n'ont pas du tout été un succès systématique sont extrêmement intéressantes évidemment à mener, non seulement du côté de ce que c'est que de s'approprier des règles de sécurité dans des métiers dangereux, mais aussi de comment, du coup, ça met le chef de chantier, le conduc, et, etc., la hiérarchie, dans une posture très très différente de ce qu'on a pu penser. Ça peut paraître des sujets d'une grande banalité peut-être dans d'autres entreprises, mais ici, compte tenu de l'ampleur aussi de l'entreprise, qui est quand même un très grand groupe avec une immense variété, et une culture de l'autonomie très forte où finalement chacun est amené à prendre en main ces questions de formation et de compétences, je trouve que c'est absolument passionnant de voir comment, même à l'échelle d'un groupe, parce que des acteurs se mobilisent justement là où il faut, dans des tas d'entités différentes, on arrive malgré tout à faire de la transversalité et à interroger des modèles comme le modèle de l'apprentissage, le modèle managérial et la question du rapport aux technos et de ce que ça va faire bouger. Voilà, alors cela dit, tout ça c'est des POC, c'est tout petit, c'est modeste, c'est apprenant, mais évidemment le sujet c'est après, comment est-ce qu'on passe des POC à des questions de généralisation qui sont toujours des questions mal résolues, et d'ailleurs je pense qu'il ne faut sans doute pas les poser comme ça, mais néanmoins, voilà, après le POC, il se passe quoi? Et ça c'est tout ce qui nous attend dans l'année à venir, et comment est-ce que des équipes se saisissent de ces thèmes-là à l'intérieur finalement de cette offre formation, si j'utilise encore ce mot qui est peut-être un mot un peu désuet finalement par rapport à ce qui est en train de se vivre, en tout cas dans ce que moi je vois. Voilà. Une très bonne entrée en matière de manière très opérationnelle et concrète. Pour poursuivre cet éclairage, je me retourne vers vous, Philippe Carré. Vous êtes professeur des universités à l'université de Nanterre. Et pourriez-vous nous apporter donc cet éclairage académique et notamment nous éclairer un peu sur comment un adulte apprend? Merci beaucoup. Éclairage académique, je ne sais pas si c'est totalement académique, mais enfin, alors, depuis tout à l'heure, je cherche à comprendre ce que c'est qu'un POC, mais je crois avoir compris les deux premières initiales. Je suis désolé du côté iconoclaste, mais je me dis finalement, votre enjeu, c'est de faire des POC apprenants dans une époque apprenante, quoi. Voilà, c'est ça, c'était pour... Ces projets opérationnels. Ah, oh, proof of concept, my God. Bon. Merci beaucoup en tout cas alors à Léonard, à Isabelle, et puis merci à Sandra de cette invitation. C'est toujours un grand bonheur d'échanger sur ces thèmes-là, et particulièrement avec Sandra. Alors j'étais ennuyé en t'écoutant, Sandra, tout à l'heure, parce que je me disais d'habitude, il y a toujours un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Entre nous, c'est un jeu qui dure depuis un certain nombre d'années, mais là, je n'ai pas pu dire quoi que ce soit, je n'ai pas pu trouver la moindre faille dans le raisonnement, sachant qu'effectivement, puis c'était un peu l'idée, je crois, c'est on regarde pas les choses tout à fait du même angle, et là, mon contrat, si j'ai bien compris, c'est de regarder du côté vraiment de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le côté micro des personnes comme vous et nous, qui chacun avons notre propre logique, et peut-être la seule idée, Henri Vallon disait dans une conférence ou une table ronde ou une intervention,
une seule idée, et si les personnes qui écoutent partent avec une seule idée, c'est gagné. Alors moi, la seule idée que j'aimerais transmettre, ou si on tentait qu'on puisse transmettre, c'est de dire que la logique de l'individu n'est pas nécessairement la logique de l'organisation. Alors il y a d'éminents chercheurs et experts qui ont dit ça depuis longtemps, mais on n'a toujours pas trouvé la solution, et Dieu sait si on s'y attache pourtant, pour arriver à avancer sur l'articulation de la logique du sujet. Tu as mentionné un moment, la FEST c'est très bien, mais faut-il encore que ce soit dans la logique de la personne, de s'approprier, sinon ça restera un moyen de formation, peut-être pas comme un autre. Tout de même, il faut tout de même dire que la formation en situation de travail rejoint nécessairement la logique du sujet, puisque le travail, c'est une partie importante de sa vie, finalement. Et que rien que par cet angle-là, on peut dire... Mais il faut peut-être voir d'autres choses sur la façon dont on apprend. Alors, je voudrais dire 3 points. J'ai aucune idée de 3 points, 3 minutes par point. Ça va, à peu près? Ah, d'accord. OK. Voilà. 3 points. Le premier point, il va aller très très vite. Et je crois que je m'étonnerais qu'on ne soit pas en plein accord là-dessus, c'est qu'apprendre pour les salariés, mais même c'est presque un lapsus que de dire pour les salariés, on devrait dire pour tout le monde, c'est devenu une évidence depuis la fin du XXe siècle. Et il faut signaler au passage qu'il y a eu un petit glissement de sens entre la notion initiale de ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque, plutôt dans les pays anglo-saxons, le lifelong learning, dire vraiment l'apprentissage tout au long de la vie, et qui est venu par une série de glissements progressifs, qui est devenu la formation, entre parenthèses, professionnelle tout au long de la vie, avec 2 réductions, une réduction de l'apprentissage à la formation, et une réduction du tout au long de la vie à tout au long de la vie professionnelle. Le plus important, pour nous en tout cas ce soir, c'est sans doute le premier, c'est-à-dire la réduction du terme d'apprentissage au terme de formation. Alors on a fait un certain nombre d'études, on reviendra si nécessaire tout à l'heure dans la discussion sur comment on peut un peu administrer la preuve de cette affaire-là, mais que l'apprentissage déborde largement du domaine de la formation, et tu l'as signalé Sandra tout à l'heure, c'est un peu le tournant actuel. Une des choses qui se joue, c'est de se dire que finalement apprendre tout au long de la vie, c'est une évidence, mais ça ne peut pas se borner au système de formation du XXe siècle. Je reviens peut-être pas là-dessus, parce que je crois que c'est un petit peu acquis, et que maintenant, je crois que tout le monde l'accepte, quoi. Ça devient l'activité professionnelle, et j'allais dire l'activité, la vie en général, deviennent totalement liées à la question de l'apprentissage permanent, que ce soit au niveau de l'informatique, du travail quotidien, voire de la vie privée, de la citoyenneté, et que donc on entre dans une ère qui est sans doute différente. Alors deuxième point, c'est de dire que dans les raisonnements sur l'apprentissage tout au long de la vie, / formation tout au long de la vie, il y a beaucoup de discours très intéressants et qui ont entraîné un mouvement d'ailleurs qui est multiséculaire, mais qui s'est accéléré sans doute au cours du XXe siècle, et qui a culminé à la fin des années 90 avec les déclarations de la Commission européenne, la société cognitive, et puis l'ensemble des organisations supranationales, de la Banque mondiale à l'UNESCO, et puis au niveau également national. Ensuite, avec des traductions juridiques qu'on connaît, l'accumulation de lois depuis 2002 pour finalement dire c'est là qu'il faut qu'on aille. Et puis d'ailleurs, l'appareil juridique s'en mêle. Et puis c'est le droit individuel, c'est l'orientation tout au long de la vie, c'est un certain nombre d'outils. Et évidemment, la dernière loi l'accélère encore un peu plus. En 2005, j'ai proposé avec d'autres l'idée qu'il y avait dans ce raisonnement-là un vrai chaînon manquant. Et comme chacun sait qu'une chaîne a la force de son maillon le plus faible, c'est tout de même là, il y a un risque qui est tout simplement d'oublier que ce sont des sujets qui apprennent. C'est-à-dire que c'est vous, c'est nous, c'est pas une organisation, ni un système pédagogique, ni des formateurs qui apprennent. Ce sont des personnes de chair et d'os, d'eau. Je sais pas bien comment on dit d'ailleurs, si on dit d'os ou d'eau. D'eau, c'est plus élégant, je crois. Des personnes de chair et d'eau. 90% du volume du corps humain, d'ailleurs. Bon, ça m'a fait perdre mon fil, ça tient. Oui, merci. Ce sont des sujets, c'est vous et moi qui apprenons. On le sait très bien quand on est parent ou quand on a des souvenirs d'avoir été à l'école, on sait très bien que ce qu'on nous demande, c'est de faire nos devoirs.
c'est de bien apprendre à l'école. C'est assez rare qu'on nous demande de contester le professeur et de changer le système pédagogique pour mieux apprendre. C'est en général, la responsabilité est assez évidemment du côté de l'apprenant. Alors, cette histoire-là de dire il y a un chaînon manquant, c'est adossé au fait qu'il y a tout de même ce que j'appelle une erreur pédagogique fondamentale qui se joue et qui est liée au fait que nous sommes dominés par un modèle qui est le modèle scolaire. Alors dit comme ça, je sais bien que dans des lieux aussi formidables qu'ici, et même dans la plupart des lieux de formation, encore que on n'est pas tout à fait exactement sur la salle de classe avec l'estrade et le tableau noir, mais qu'on a la dramaturgie pédagogique, elle est toujours celle des fameuses 3 unités, c'est-à-dire que généralement c'est dans le même moment, dans un même lieu et avec un mode d'action qui est celui de la transmission d'un sachant, tu l'as dit tout à l'heure, transmission, alors comme on préfère, descendante, top-down si on veut jouer les anglicistes et tout ça, mais que ce qui nous plombe là-dedans, c'est qu'on a tous passé, alors je ne sais plus ça a été calculé, mais des milliers d'heures en situation d'apprentissage à l'école, plus à l'université, etc. Et d'ailleurs, plus les décideurs de la formation sont haut placés, plus ils ont été bénéficiaires, en tout cas, plus ils ont passé d'heures et de temps dans cette dramaturgie-là, c'est-à-dire en prenant pour évident que le fait que pour apprendre, il faut qu'il y ait un prof ou un avatar de prof, mais quelqu'un qui transmette. Au passage, c'est une erreur historique, parce que la forme scolaire telle qu'elle existe, suivant les experts, elle a entre 2 et 3 siècles et demi. C'est-à-dire que le dispositif dont je parlais, les 3 unités, avec ses variantes, y compris à distance, est une réalité historique qui a un début et qui, à mon avis, va vers sa fin. Et il y a eu beaucoup d'autres formes. Et c'est vrai que c'est peut-être là le point sur lequel on discutera tout à l'heure, mais c'est vrai que la feste, pour moi, évoque une tradition assez ancienne, qui est celle du compagnonnage, et qui était bien antérieure à la forme scolaire. Il me reste combien de temps ? Il me reste juste un point, donc on va accélérer un tout petit peu. Ça, c'est un argument important. Le deuxième argument qui est encore plus important, je dirais, c'est que les lois de la psychologie cognitive, je dirais, depuis la fin, là encore, disons, le dernier tiers du XXe siècle, nous indiquent bien que la logique d'apprentissage, elle est complètement différente de la logique de transmission. Alors, il y a des moments où ça peut se retrouver, mais par exemple, l'attention, ne laissez pas vos enfants ou vos petits frères ou vos petites sœurs dire qu'ils peuvent faire plusieurs choses à la fois. L'attention a des règles, entre autres celles qu'on ne fait qu'une chose à la fois. Par contre, on peut faire des choses très vite les unes après les autres. C'est l'avantage des plus jeunes sur les plus anciens. Mais l'attention a ses règles, et que ces règles sont majoritairement, peut-être pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle endogènes, c'est-à-dire viennent de l'individu. Et que donc les stimulations extérieures peuvent perturber l'attention de l'intérieur, mais ne peuvent pas durablement maintenir l'attention. Donc on peut. Alors un des trucs que moi je supporte pas, c'est quand on dit, n'est-ce pas, il faut que le formateur, la formatrice capte l'attention. Alors ça peut jouer dans l'éphémère, c'est-à-dire dans une situation précise à un moment précis, mais pas dans la durée. On ne peut pas faire le numéro de marionnette pendant une année entière à raison de 18 heures par semaine. Je crois que ça serait épuisant et puis que ça ne servirait pas à grand-chose au bout du compte. L'attention, la motivation. On sait maintenant que la motivation, c'est plus une question de stimulus-réponse, qui serait le côté un peu comportementaliste de la chose, qui serait de dire si le stimulus est adapté, la réponse va suivre, donc créons des stimuli de qualité, qu'ils soient présentiels ou qu'ils soient digitaux, et de telle sorte que l'intendance suivra, c'est-à-dire les gens apprendront. On sait aujourd'hui que c'est faux, que ça ne se passe pas comme ça, et un certain nombre d'autres arguments sur les lois de l'intérêt également, pareil, déclencher l'intérêt des élèves, c'est sans doute jouable dans les premiers niveaux de l'école, un peu moins au niveau du collège à l'époque de l'effervescence adolescente, et sans doute encore moins à mesure qu'on va dans les âges adultes. Donc, deuxième idée, c'était le chaînon manquant, c'est qu'on on ne réfléchit pas assez le fait que l'apprentissage n'est pas plus important, mais enfin en tout cas est premier par rapport à la formation, et que ce n'est pas dans le sens inverse. Ce n'est pas je te forme, tu apprends, c'est j'apprends, comment est-ce que je peux être accompagné, quelles ressources je peux utiliser pour ça. Troisième et dernière idée, c'est que du coup il y a un renversement de perspective à opérer qui porte sur plusieurs niveaux. Il y a un niveau économique.
et là peut-être encore on en discutera si on a 2 minutes, mais c'est le fait que si on part du principe que nos inconscients ou nos représentations partagées de la formation sont issues du modèle scolaire, et on l'entend, moi j'en suis victime à l'université, mais quotidiennement ou presque, il faut qu'il y ait un prof ou un avatar de prof devant les gens pour qu'ils apprennent. Nous, nos étudiants se font virer des salles par l'administration parce que s'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de salle. On n'a pas de lieu pour apprendre. Il faut aller à la bibliothèque ou il faut aller s'installer sur les pelouses, ce qui à cette époque-ci est un peu difficile. Donc il y a cette logique que ce qu'on paye, c'est on paye de la sueur, de l'énergie du formateur, de la formatrice. Là, il y a un aspect de réaffectation budgétaire et entre autres la question de l'orientation, du diagnostic, de l'information, de l'accueil même, de l'écoute, de l'invitation, ce sont des choses qui coûtent de l'argent si on veut les mettre en place. Et ça veut dire qu'il faut vraisemblablement rééquilibrer les budgets, d'autant plus que grâce aux ressources digitales, grâce à Dr Google et grâce à l'énergie collective que peuvent déployer des groupes qui sont centrés sur un projet et grâce aux ressources de l'auto-formation, etc., 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 on peut, à mon avis, alors ça ne plaît pas toujours quand je dis ça, ça dépend des endroits, mais désinvestir le moment pédagogique. Mais quand je dis désinvestir, ce n'est pas l'abandonner, c'est simplement ne pas lui affecter 100% des ressources, ou 98% des ressources. Et puis également la question de l'après-formation, c'est-à-dire le suivi, le transfert, le retour sur le terrain, l'évaluation post, etc. Tout ça aussi, ça coûte de l'argent qu'on peut, à mon avis, très, très facilement, avec des modèles pédagogiques un peu évolués, et sous conditions qu'on ait travaillé l'amont, que l'on peut réinvestir de façon différente. La deuxième chose, et je la cite juste, c'est qu'évidemment, il est sous-entendu que le rôle d'enseigneur, de transmetteur de savoir, de seul détenteur de savoir, moi je peux me permettre de dire que quand j'ai fait mes études, il y avait 2 sources de savoir. Bon, vous me direz, c'était au siècle dernier, et même, bon, c'était pas hier, quoi. Il y avait les profs, puis il y avait la bibliothèque ou la librairie, mais c'est tout. Moi, c'était un grand bonheur pour moi, je suis allé aux États-Unis à l'époque de mon doctorat pour lire des thèses que je ne pouvais pas lire autrement. Donc, il y avait que ces 2 sources de savoir-là. Aujourd'hui, on n'est tout de même plus du tout sur cette planète-là. Et la pédagogie derrière, moi, j'ai le sentiment qu'elle n'avance pas aussi vite, quoi. C'est-à-dire qu'elle ne tire pas le profit qu'elle pourrait pour que ces ressources deviennent réellement des possibilités d'apprentissage. Et puis le troisième, qui concerne sans doute plus une grande organisation comme la vôtre, et ça rejoint la Learning Company. Alors moi je reprends le Learning Company, hein, et je dis c'est la question de la Learning Culture, c'est-à-dire au-delà de l'organisationnel, c'est comment est-ce que les représentations qu'on se fait dans une grande organisation de ce que c'est qu'apprendre pèsent sur la réalité des pratiques qui vont suivre, et donc dépasser l'idée qu'il y ait quelque part un espèce de one best way pédagogique qui serait le Graal qu'on cherche toujours, qui ferait que les gens apprendraient. Non, ça pour moi c'est une logique du début, enfin, du XXe siècle. Excusez-moi d'avoir été long, je n'ai pas eu le temps de faire plus bref. C'était parfait timing. Merci beaucoup, c'est passionnant en tout cas de vous écouter, et plein de questions en tout cas qui pourraient émerger, mais en tout cas en vous écoutant on a l'impression même le système universitaire et d'éducation serait à remettre à plat pour pouvoir réadapter en fait le modèle d'éducation. Donc c'est vraiment très intéressant et ça ouvre de nombreux sujets. Est-ce que vous avez des questions vous dans la salle avant peut-être, ou des réactions, ou peut-être Sandra si tu veux réagir. Rectifier une grave erreur que tu vois, on a quand même trouvé. Je voudrais juste dire que la FEST, c'est pas le compagnonnage, c'est pas la formation sur le tas, c'est pas le tutorat, c'est pas toutes ces choses qu'on connaît très bien. C'est vraiment une modalité pédagogique particulière qui repose sur, en particulier, le rôle d'un accompagnateur pédagogique qui intervient avec une démarche d'observation et débrief, et que cette particularité-là n'est pas du tout celle qu'on va trouver ni dans la formation sur le tas, ni dans le tutorat, ni dans le compagnonnage habituel. Oui, mais le compagnonnage, c'est sur une période longue, c'est ensemble, c'est en faisant ensemble, en regardant, en imitant, en vous regardant, en étant corrigé, etc. C'est pas du tout techniquement, je parle de pédagogie,
la même manière de procéder. C'était juste pour clarifier ce point. C'est plutôt un compliment sur la filiation historique de la FEST par rapport La filiation elle est liée à la situation de travail, ça c'est clair. En revanche, le rôle que tient un accompagnateur pédagogique n'est pas celui que tient un compagnon. C'est important de le préciser parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde parle de la FEST et avec des choses souvent un peu à côté de la plaque. Oui. On va prendre le micro pour... Merci. En fait, j'avais une question sur le passage de je t'enseigne, tu apprends, à un accompagnement plus bottom-up et plus dans l'action. Est-ce que vous avez des exemples de choses à mettre en place pour mettre en place ce dispositif d'apprentissage continu et surtout, quel est le rôle du manager, d'après vous, dans ce nouveau dispositif ? Alors oui, bien sûr qu'on a des exemples puisqu'on travaille quand même beaucoup là-dessus. L'idée étant de passer par le fait de l'activité, tout simplement, et que cette activité puisse être réfléchie au sens réflexivité, avec un accompagnement. Donc on n'est plus du tout dans « regarde ce que je fais comme moi, si tu fais pas bien, je t'explique ce que tu n'as pas bien fait et puis je te fais refaire ». Ça c'est le modèle traditionnel justement du compagnonnage ou du tutorat. On est dans « tu fais, je t'observe et je te demande ce que tu penses de ce que tu as fait ou je te demande de raconter ce que tu as fait ». Je vous la fais très simple et voilà. Et donc on est sur une approche pédagogique, une modalité pédagogique qui considère que c'est bien l'individu parce qu'il fait et parce qu'il réfléchit à ce qu'il vient de faire qui va conscientiser un certain nombre de pratiques. Quand je dis de conscientiser, c'est pas des trucs très compliqués. C'est ah bah oui tiens, j'aurais peut-être dû d'abord regarder ça. Ah bah tiens, j'aurais pu aller plus vite là-dessus. Ah bah tiens, j'ai perdu du temps là-dessus. Ah bah tiens, bah là je suis content, ça a marché très bien. C'est ces choses-là qui sont recueillies, explicitées, dites, formulées, qui permettent que le coup d'après, je vais faire autrement et je vais me prendre autrement. Donc on est vraiment là sur des logiques où on n'est plus du tout sur de la transmission. On est vraiment sur de l'accompagnement, enfin au sens fort, de l'accompagnement pédagogique. Voilà, c'est un exemple. Bonsoir. Vous voulez peut-être apporter un autre élément ? Excusez-moi, si vous m'autorisez. Oui, moi, alors, vous voyez notre complémentarité extraordinaire. Moi, je me suis beaucoup intéressé aux apprentissages informels, donc qui sortent de professionnels, qui sortent de ce qui est prévu, institué par les personnes. Et on avait trouvé avec Olivier Charbonnier, qui est peut-être venu ici, on a trouvé une formule qu'on trouvait sympa, c'était de dire un apprentissage informel, professionnel, tout ce qu'on peut apprendre dans le quotidien du travail, mais pas dans des moments prévus pour ça du tout. Et c'est un apprentissage informel, ça se détecte, pardon, ça ne se décrète pas, ça se détecte. C'est-à-dire que toute l'énergie qui est, on parlait tout à l'heure par exemple des communautés d'apprentissage, toute l'énergie qui est souvent dépensée pour créer de façon top-down des communautés d'apprentissage avec les réussites qu'on connaît, enfin les semi-réussites, oui, enfin voir les semi-échecs, du point de vue de l'énergie apprenante qui est dégagée, n'a rien à voir avec les communautés spontanées d'homologues qui s'organisent et qui se font ensuite aider et accompagner. Donc là encore, c'est un renversement de perspective. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Avant de mettre en place des dispositifs comme la FEST, le tutorat, le mentoring ou autre, qu'est-ce que vous avez pu mettre en amont pour pouvoir changer la culture ou challenger un peu les modèles mentaux afin de construire un terreau qui soit favorable à ce type de dispositif nouveau ? Tu veux répondre ? Alors, bon, on pourrait en parler des heures. Moi, je ne crois pas du tout à l'intervention sur la culture. C'est-à-dire, j'arrive, je vous explique à tous que vous n'avez rien compris, et puis j'ai changé la culture. Je pense que la culture, elle se change justement par des expérimentations qui apportent des traces, des preuves, des choses tangibles et qui permettent de faire réfléchir, qui sont aussi des choses auxquelles on va résister. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui vont dire « mais non, mais si ça marche, c'est pas pour ça, mais voilà ». Donc c'est tout ce travail pour moi qui passe par l'expérimentation et le retour d'expérience sur l'expérimentation qui peuvent, à mon avis, faire changer une culture. Après ça,
La culture, elle appartient à personne. C'est aussi parce qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent. C'est aussi parce qu'on refuse certains types de comportements et qu'on attend d'autres comportements que petit à petit, les choses se transforment. Ce qui est important, là-dedans, il y a de la communication, il y a de la formation plus traditionnelle, il y a des choses comme ça. Et je crois beaucoup, moi, à la preuve du terrain. C'est-à-dire comment, sur le terrain, parce qu'on fait des choses très concrètement différemment et que ça produit des effets, que du coup, on fait bouger les représentations des uns et des autres. Mais c'est évidemment pas en 2 jours, hein. Du coup, j'avais une question, une réflexion plus par rapport au sujet de la prise de conscience individuelle, justement, parce que ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement, il n'y a rien de plus efficace que de déclencher l'envie d'apprendre et ensuite d'aller vers la détection de ce qui peut nous accompagner, quelle que soit la modalité. Et finalement, ce que je trouve compliqué dans nos organisations, quelques centaines, quelques milliers, quelques centaines de milliers, c'est d'arriver à déclencher cette prise de conscience individuelle pour avoir un effort collectif visible. Et du coup, moi, c'est ça qui m'intéresserait, c'est de voir comment nous, dans nos organisations, à plus ou moins grande échelle, on peut arriver à pousser, parce que et finalement, c'est ce qui va contribuer à la culture, j'imagine, mais c'est quand même cette première étincelle, et c'est le plus dur, moi, je trouve. Ça c'est une question qui est extrêmement complexe et qui devient extrêmement simple si on se l'adresse à soi-même. Quand vous dites déclencher, est-ce que finalement on a le pouvoir, on a certainement une influence les uns sur les autres, mais est-ce qu'on a le pouvoir de déclencher un apprentissage, un projet d'auto-formation de l'extérieur? Oui, on peut l'influencer, on peut participer, mais en dernière analyse, c'est toujours la personne, c'est-à-dire vous-même, moi-même, etc., qui prenons conscience de nos besoins d'apprendre, des problèmes qu'on a. Bertrand Schwartz, on ne peut pas ne pas le dire, puisque j'ai fait le vœu de le dire à chaque fois que j'avais l'honneur et le plaisir de parler à des gens. Bertrand Schwartz a dit un truc qui est, à mon avis, la règle d'or de l'apprentissage des adultes, c'est un adulte ne se formera que s'il trouve dans la formation une réponse à ses problèmes dans sa situation. Tout le monde a des problèmes, malheureusement, tout le monde a des enjeux dans le travail, tout le monde a des... Et donc la question, c'est non pas comment on déclenche, à mon avis, hein, là je peux pas, mais ce qui me semble, c'est que la logique de l'apprenance, la logique, à mon avis, du XXIe siècle par rapport au modèle scolaire du XXe siècle et à son développement jusqu'ici, c'est de dire comment est-ce que je vais détecter, accompagner, interroger, inviter, plutôt que comment je vais déclencher, je ne veux pas dire forcer, mais déclencher, former. Même le terme d'accompagner, moi, par moment, me dérange, parce qu'on peut accompagner des gens à leur dernière demeure. On peut aussi accompagner des gens en prison. J'aime bien celui de faciliter, par contre, parce que c'est faciliter des projets, donc c'est détecter ce qui, chez une personne, peut donner lieu à un apprentissage et l'accompagner dans le sens de faciliter le projet. Et juste une dernière chose, j'ai un souvenir, c'était une grande entreprise d'énergie du plateau de la Défense, une personne, j'avais interrogé sur un autre sujet, je ne sais plus bien lequel, et qui est en fin d'entretien, qui me dit moi je m'arrête dans 6 mois, je prends ma retraite et tout. Je dis bon, on bavarde un peu avant de se quitter, quoi. Et le magnétophone est éteint et tout. Il me dit oui, mais moi, vous savez ce que j'aimerais faire si je continuais un peu? J'aimerais bien continuer un peu. Moi, je ferais bien routeur d'apprenance. Oui, j'irais dans les services, puis je verrais ce qui marche pas, une espèce d'audit d'apprentissage. Et j'accompagnerai, je développerai, je fertiliserai, j'aiderai à faire que là où il y a de l'apprentissage, et une autre, et je m'excuse, je m'arrête là, une autre, dans une thèse récente, Anne Muller, sur l'hôpital apprenant, titre qu'elle a cassé en fin de parcours, en disant finalement il n'y a pas d'hôpital apprenant, il y a des îlots d'apprentissage dans les services. Il y a des endroits où il y a des îlots. Moi j'aime beaucoup cette formule, parce qu'un îlot, vous savez, c'est submersible. Donc ça veut dire qu'il peut soit être complètement englouti, soit au contraire se développer. Et c'est beaucoup plus dynamique que l'idée d'un hôpital apprenant ou Donc voilà, c'est clair à peu près? Oui, c'est-à-dire qu'on ne déclenche pas. Je crois qu'on ne déclenche pas, que par contre on peut détecter. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe. Je pense que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, mais qu'en revanche, on a une vraie responsabilité dans l'entreprise, c'est de donner la perspective de à quoi ça sert d'apprendre. Et je ne citerai pas de cas précis, mais quand dans une entreprise, que j'apprenne ou que j'apprenne pas, ça ne change rien, eh ben, moi je ne sais pas faire. Et là, il y a bien conjugaison des approches de Philippe et de ce que je peux dire sur le travail, sur l'organisation du travail, les politiques RH et les politiques managériales. Effectivement, si de toute façon je suis compagnon et je resterai compagnon parce que c'est comme ça que c'est structuré et que
Bah, effectivement, c'est pas la peine de dire ah ben ils apprennent pas, c'est marrant. Ben non, c'est pas marrant, c'est juste normal. Ils sont juste intelligents et ils sont juste aucune raison d'apprendre. Bah, je pousse à l'extrême. Mais quelle perspective est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on fabrique comme à quoi ça sert d'apprendre dans cette entreprise-là? Alors évidemment, compte tenu de tout ce qu'a dit Philippe, hein, dans ma situation, etc. Mais en plus, il y a une vraie responsabilité pour moi de l'entreprise de réfléchir en termes et aussi de perspective à l'intérieur même de la boîte. Bonsoir. Excusez-moi si j'ai des questions impertinentes. En 1975, dans Éducation permanente, on parle déjà de la stagification. Donc c'est un auteur qui s'appelle Guigou qui nous parle de la stagification. Près de 50 ans après, on en est toujours au même point, d'après ce que j'entends de votre discours. Et puis deuxième remarque, vous nous dites qu'il faut apprendre dans des tas de configurations où il n'y en a pas un qui sait et l'autre qui écoute. Mais nous, on est un peu là dans cette position ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer, y compris dans ce type de situation, d'autres formats, peut-être plus participatifs? Merci Denis, acteur impliqué à des tas de niveaux sur ces sujets-là. Alors, moi je répondrai que sur la deuxième question. Puis l'autre, je te laisse sur stagification pour qu'on y ait encore. Je suis pas sûre qu'on soit ici pour apprendre. Moi, je suis là pour témoigner de choses qu'on fait, et puis je crois que les gens qui vont nous suivre sont là pour raconter ce qu'ils font. Donc, j'ai aucune prétention ici d'être dans une logique de transmission. Je suis dans une logique de témoignage. Et je crois qu'on a besoin d'endroits où on peut se dire, tiens, il fait ça, elle fait ci, elle fait ça. Enfin, on n'est pas du tout, pour moi, là, dans une configuration d'apprentissage. Après ça, effectivement, c'est vrai que voilà, on est dans il y a des marches, il y a une tribune, etc. Mais je ne pense pas que vous soyez ici en vous disant je suis là pour apprendre. Vous êtes là parce qu'il y a des trucs qui vous intéressent, parce que vous avez envie de savoir ce qui peut se passer ici et là, et puis de pouvoir échanger. Donc pour moi, sur ce deuxième point, je ne me sens pas mal à l'aise par rapport à ça. Maintenant, sur effectivement pourquoi la stagification est toujours là, je pense que dans ce que disait Philippe sur le modèle scolaire qui nous a tous marqués, il y a un bout de réponse, mais il y a peut-être d'autres choses à dire. Merci de ta question, Denis. Évidemment, on ne peut qu'être d'accord avec toi sur la critique de faites ce que je dis, mais faites pas ce que je suis en train de faire. Mais bon, Sandra a un peu répondu à ça. Et puis, je voudrais rappeler un ancien collègue, consultant, qui un jour me dit tu sais, tu as raison, les adultes, ils apprennent partout. Ils peuvent même apprendre en stage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de one best way, quoi. Moi, je pense que même si le modèle est ce qui est grave, c'est la dramaturgie qui est derrière, c'est pas la mise en scène. Ce qui est grave, c'est qu'on fonctionne dans nos têtes, dans l'idée qu'il faille mettre en place un certain nombre de dispositifs et de choses pour faire apprendre les gens. Après, moi, je trouve qu'il y a des conférences qui sont intéressantes. Hein. Bon. Oui, bonsoir. Merci pour ces témoignages et incitations à réfléchir. Je voudrais juste revenir sur un point que vous avez cité au début, sur la distinction entre, vous avez dit, la logique de l'individu n'est pas forcément la logique de l'organisation. Ça m'aurait intéressé d'avoir un peu plus d'éclaircissement sur quelle tension vous voyez entre les deux, ou quels éléments de synergie on peut créer en fait. Il y a un monsieur qui s'appelle Dominique Desjeux qui un jour a fait un que sais-je dont j'ai lu 4 pages qui ont révolutionné ma vie, enfin du moins une partie de ma vie. Et ce monsieur dit le réel change avec le niveau auquel on l'observe. Vous voyez, c'est comme c'est les haïkus japonais là, qui concentrent un maximum de sens en très très peu de mots. Le réel change selon le niveau auquel on l'observe. Je donne juste un autre exemple qu'on peut avoir Bon, la vision de l'expert et la vision du manager et la vision du leader, du politique et la vision de la personne ne sont pas les mêmes. Alors après, est-ce que c'est compatible ou pas? C'est évidemment qu'il y a des compatibilités, mais ce n'est pas la même vision. On ne voit pas les choses de la même façon. Et ce qui me fait souvent sourire, c'est quand on fait des interventions avec des responsables formation, avec des formateurs, que c'est toujours... Voilà ce qu'il faut faire pour les autres.
Et quand à un moment vous en venez, si l'occasion se présente et que vous en avez le loisir à dire, réfléchissons 2-3 minutes sur ce que vous avez développé comme compétence depuis un an ou deux. En préliminaire, évidemment, on s'assure que les gens sont bien d'accord sur le fait qu'ils et elles ont développé des compétences. Ok, vous avez développé des compétences, nous développons tous des compétences, très bien, je développe, tu développes, depuis un an ou deux. Mais maintenant, réfléchissons maintenant dans quelles circonstances ça s'est passé. Les professionnels de la formation vont dire que pour les autres, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand ça en vient à eux-mêmes, nous tous compris, enfin je ne veux pas faire un sondage sur combien de stages de formation, puis je ne connais pas assez bien l'entreprise pour savoir si ce serait le cas. Mais en général, les professionnels de formation suivent assez peu de e-learning et vont assez peu en stage. Vous voyez ? Donc ce qui est important, c'est de percevoir qu'au niveau de l'individu, et là évidemment dans la nécessité d'un dialogue avec la formation et d'un dialogue avec l'organisation, mais qu'au niveau de l'individu, ça ne se passe pas comme on prévoit. Est-ce que ça répond à votre question ou pas à peu près enfin, ça... Alors là, je vais prendre le contre-pied, mais en fait c'est le contre-pied parce que je vais parler du deuxième niveau des jeux et que du coup, effectivement, on ne va pas dire les mêmes choses. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité de l'entreprise autour de cette question de la transformation des métiers, la transformation de l'activité, la transformation donc des compétences, et qu'il y a aussi ce souci de la part de l'entreprise de faire son boulot pour que tout le monde, effectivement, soit embarqué dans ces transformations-là. Après ça, une fois qu'on a dit ça, les modalités et la manière dont on va expliquer, rendre ça important pour chacun, effectivement, là, ça se discute. Et là, on peut se rejoindre. Mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, raisonnablement, dans une entreprise, dire vive la formation informelle, chacun va faire son auto-formation comme il le sent, c'est merveilleux. Et puis après tout, il y a Internet, donc ils peuvent tous apprendre comme ils veulent. Et puis, on verra bien au réseau à la fin. Il y aura ceux qui auront appris, puis les autres, tant pis, pas de bol, ils n'ont pas compris que c'était important. Bon, ça, c'est inacceptable pour moi. Et c'est ça la richesse des dialogues qu'on a avec Philippe, si vous voulez, parce qu'entre eux, voilà. Et je pense qu'au bout du compte, on est d'accord pour dire que c'est bien dans cette prise en compte de ces deux dimensions qu'il faut travailler, parce qu'imposer tu dois te former parce que sinon ça va aller très mal pour toi, ça ne marche pas ou ça marchera de moins en moins. Et de l'autre côté, surtout quand on n'explique pas et qu'on ne donne pas d'enjeu, comme je le disais tout à l'heure. Mais d'un autre côté, laisser tout entre les mains de l'individu responsable de son auto-formation informelle, et c'est inacceptable aussi. Voilà. Donc, on est toujours en tension, je pense, entre ces deux dimensions. C'est pour ça que l'histoire des situations de travail apprenantes, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, moi je trouve, une manière de déplacer le sujet et de le rapprocher du travail et de se demander comment le travail devient apprenant. Alors, on n'y est pas encore, mais pour moi, c'est ça. Et la FES, c'est un petit pas dans cette direction. Et le pas d'après, c'est rendre le travail apprenant et se demander comment, à l'intérieur du travail, on injecte des dimensions de prospective qui fassent qu'on fait évoluer les individus au fur et à mesure que le travail se transforme. Mais ça, on n'y est pas encore. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Sinon, on peut en tout cas vous remercier grandement pour cette intervention. Merci beaucoup. Et je vous propose de continuer ces échanges, cette fois d'un point de vue un peu plus opérationnel, avec deux entreprises qui vont nous faire un retour d'expérience. Donc j'invite Madame Chapaz à me rejoindre. Et vous êtes là. Et Jean-Philippe Charron également. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je me retourne d'abord vers vous. Et puis, on a déjà un peu abordé le sujet avec Sandra et la Fest. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu concrètement, chez Orange, comment vous avez mis cela en œuvre ? Alors, chez Orange, comme je crois dans beaucoup d'entreprises, on est sûr de rien aujourd'hui. Et donc, on est parti sur l'idée d'essayer, de tester, de voir quels pouvaient être les résultats et de voir comment on pouvait progressivement avancer. Donc on a lancé une trentaine d'expérimentations sur la formation en situation de travail. On a essayé de couvrir un large spectre de métiers, parce qu'on voulait voir si c'est une modalité qui pouvait s'appliquer effectivement à des métiers très différents. Donc on l'a fait
dans le domaine du réseau, dans le domaine des services clients, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la prévention des risques. On a aussi essayé de regarder si on pouvait couvrir plusieurs types de compétences, c'est-à-dire des compétences à la fois plutôt techniques, métiers, mais aussi des compétences plutôt ce qu'on appelle chez nous les compétences humaines et soft skills. On a essayé de regarder aussi si c'était adapté à différents formats, c'est-à-dire qu'on a testé des parcours assez longs en formation en situation de travail, notamment dans le domaine de la cybersécurité pour des techniciens en cybersécurité. Et puis on l'a fait sur du micro-learning, c'est-à-dire sur de l'apprentissage vraiment très ciblé sur des compétences beaucoup plus fines. Et puis on l'a testé à la fois sur plusieurs géographies, à la fois en France et puis en Afrique et notamment en Tunisie. Donc voilà, une approche très pragmatique pour démarrer. On va regarder ce qui se passe et quels sont les premiers résultats, avec 3 objectifs en fait principaux. Le premier, et on l'a un petit peu évoqué, ça a été de définir un peu le cadre de la formation en situation de travail, de se mettre d'accord et d'avoir une vision partagée de ce que c'est que la formation en situation de travail. Parce qu'effectivement, on a vite fait de partir un peu dans toutes les directions et tout le monde ne met pas la même chose derrière cette nouvelle manière ou cette nouvelle façon d'apprendre. Donc ça, c'était important. Donc ça prendra probablement la forme d'une charte ou quelque chose qui dira ce que c'est que la formation de travail chez Orange. Le deuxième objectif, ça a été de définir les rôles et les redevabilités, on va dire, des 3 acteurs qui structurent quand même la formation en situation de travail, qui constitue un peu le triptyque de la formation en situation de travail. Donc ce qu'on appelle l'apprenant, le collaborateur, le manager, dont on verra qu'il a un rôle absolument essentiel, ça a été un petit peu évoqué aussi dans les questions. Et puis, alors nous, on l'a appelé l'accompagnateur, mais qui pourrait être un facilitateur, puisque l'idée, effectivement, c'est de jouer ce rôle. Donc voilà, de bien définir leur rôle, leur redevabilité, qui fait quoi, pourquoi ils sont là et quel est leur rôle dans tout ça. Et puis on a enfin conçu et testé un peu d'outillage pour opérationnaliser d'une certaine manière cette formation en situation de travail. Donc on a testé notamment un certain nombre de formations, parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais il nous a paru important de former les accompagnateurs, de ne pas les laisser seuls dans ce rôle, dans cette mission. Donc on a testé un certain nombre de formations, et puis on a conçu et testé des grilles d'entretien, des guides d'entretien pour l'entretien réflexif, etc. Alors peut-être un peu les premières conclusions, de manière très concrète. Il y a 3 leçons qu'on tire, 3 enseignements qu'on tire de ces premiers tests. Le premier, c'est que la formation en situation de travail, pour nous, ça sera une modalité, une façon d'apprendre qui sera complémentaire et qui viendra en fait enrichir la panoplie des dispositifs dont on dispose déjà. Donc il sera une modalité d'apprentissage qui viendra à côté du présentiel, à côté du digital, de l'e-learning. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui, de notre point de vue, va se substituer à l'un ou à l'autre. C'est plutôt une modalité complémentaire. Et ça, on n'en avait pas complètement la certitude. Le deuxième enseignement, et celui-là, il est un peu lourd de conséquences, c'est que la formation en situation de travail, ça a vraiment un impact, ça impacte l'organisation du travail. Puisqu'il s'agit en fait d'intégrer l'apprentissage dans le travail, ça nécessite du coup d'organiser le travail différemment. Alors que parfois la formation est quelque chose qui se passait à côté du travail, donc voilà, le salarié partait en formation, en présentiel ou même en e-learning, il n'était plus là, puis après il revenait, formé avec de nouvelles compétences on espère, donc très bien, mais là il est dans le travail, donc ça nécessite en fait d'organiser le travail différemment avec le rôle du manager du coup qui est absolument essentiel. Et le troisième enseignement, qui est probablement celui qui nous a le plus surpris, peut-être le plus intéressé et qui fait pour le coup le plus le lien avec l'entreprise apprenante, pour faire le lien avec cette thématique, c'est qu'on s'est aperçu que c'était aussi un moyen d'amélioration continue en fait, et d'améliorer nos process et notre efficacité. Parce qu'en fait, quand l'accompagnateur observe un collaborateur dans son travail,
il l'observe et il peut identifier, et le collaborateur lui-même peut identifier des pistes de progrès sur sa compétence, sa manière de faire. Mais en fait, on observe aussi le process, la manière de faire, et on constate aussi des fois qu'il n'est pas adapté et que du coup, il faudrait le modifier. Voilà. Et donc, du coup, là, l'entreprise, elle devient vraiment apprenante parce que ce n'est pas que le salarié qui apprend, c'est toute l'entreprise, toute l'organisation qui apprend de ce constat que l'on fait. Et en fait, on constate parfois que ce n'est pas le collaborateur qui ne fait pas tout à fait comme il faudrait, c'est juste que le process n'est pas adapté. Du coup, ça devient un vrai levier d'amélioration continue. Et on a fait 3 constats, on a tiré 3 enseignements pour le manager. Le premier constat, c'est qu'il est vraiment la clé de voûte, le pivot sur ce dispositif d'apprentissage en situation de travail, que sans lui, rien ne se passera. Donc il est absolument important d'embarquer les managers dans la démarche. Je vais même dire parfois de les convaincre, et pour faire écho à ce que vous disiez, de les convaincre de l'utilité pour lui, pour son équipe, pour son business, d'intégrer cette modalité d'apprentissage. Parce qu'il a vraiment un rôle de facilitateur, c'est lui qui va créer les conditions qui vont rendre possible cet apprentissage en situation de travail. S'il est sur des objectifs de très court terme, de résultats immédiats, il ne va pas en voir l'utilité. Donc il faut que collectivement, il intègre le fait que c'est une forme d'investissement en fait, qu'il va devoir opérer. Le deuxième, concernant l'accompagnateur, alors là, le premier enseignement qu'on tire, c'est que il faut qu'il soit effectivement légitime, reconnu sur son métier. Mais il faut aussi qu'il dispose quand même de solides compétences relationnelles pour avoir la bonne posture, en fait, pour ne pas être ou donneur de leçons, ou vouloir faire à la place d'eux, etc. Donc pour mettre en œuvre la formation en situation de travail, qui est effectivement une modalité d'apprentissage un peu différente, avec la prise de recul, l'entretien réflexif, etc., ça suppose qu'il ait la bonne posture. Et donc, du coup, on est convaincu qu'il faut absolument les former et même proposer ce qu'on appelle, nous, une forme de supervision, c'est-à-dire leur donner l'occasion ensuite de pouvoir aussi travailler ensemble et de confronter aussi les difficultés éventuellement qu'ils rencontrent dans cette mission, dans ce rôle qu'on leur confie. Voilà. Et pour l'apprenant, là aussi, des enseignements qui sont des enseignements intéressants quand même. Et le sujet, c'est est-ce que c'est adapté à tous les profils, ou qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux ou de plus pour que ça le soit davantage? Parce qu'on a fait le constat que certains collaborateurs qui peuvent manquer un peu de confiance en eux, ou qui ont peur de commettre des erreurs, ou qui sont un peu dans la perfection et qui ont cette difficulté à admettre de pouvoir se tromper, peuvent être en difficulté dans cette situation, parce qu'on travaille sur du réel. Ce que l'on fait peut avoir un impact sur le client, sur l'activité des collègues, etc. Donc du coup, on a eu ce petit point qui a pu émerger et qui nous a fait nous questionner sur comment on pourra justement prendre en compte aussi cette dimension, et qui est aussi la dimension pour l'apprenant d'être... alors évidemment, ça se déclenche pas, mais si vous êtes stagiaire au fond d'une salle et que vous écoutez pas trop et que vous suivez pas trop, voilà, vous n'aurez peut-être pas tiré tous les bénéfices de la formation. Mais là, ça marche pas en situation de travail. C'est-à-dire qu'il peut pas, voilà, ça fonctionne pas. Et s'il n'y a pas effectivement l'implication, la motivation de l'apprenant à se mobiliser sur son apprentissage, et c'est source de difficulté. Donc du coup, ça questionne. On n'a pas forcément la réponse sur comment enclencher ce cercle vertueux, sachant que ce que vous disiez m'intéressait beaucoup sur le fait qu'évidemment, quand on comprend pourquoi on le fait et quels bénéfices entre guillemets on peut en tirer. Quand on apprend, évidemment, ça peut aider aussi à la mobilisation de l'énergie sur l'apprentissage. Voilà un peu aujourd'hui où on en est. Donc on a un deuxième enjeu qui, j'imagine, doit être aussi un des enjeux de grandes entreprises comme Vinci, c'est après le passage à l'échelle. C'est-à-dire que là, on est à une petite trentaine d'expérimentations, et on sait bien qu'en règle générale, tant qu'on est à ces mailles-là, on y parvient sans trop de difficultés. Après, le sujet, c'est le sujet du passage à l'échelle. Comment on peut ensuite déployer ces modalités à très grande échelle sur l'ensemble de nos périmètres et sur l'ensemble de nos géographies. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la formation en situation de travail, sachant que il y a encore beaucoup de choses
à comprendre pour pouvoir franchir encore quelques pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce retour. Je me retourne vers vous. Un autre cas au Crédit Agricole. Donc, je vous laisse du coup la parole pour nous expliquer un peu ce que vous avez réussi à mettre en place, voilà, à travers l'IFCAM notamment. Très bien. Alors pour démarrer, quelques mots sur le groupe Crédit Agricole et les enjeux compétences dans le groupe, au sein du groupe Crédit Agricole. On se veut un groupe 100% digital, 200% humain. Et pour nous, donc les compétences et le fait de devenir une learning company sont évidemment clés. On est dans l'économie de services, on est traversé par des évolutions technologiques comme évidemment le digital, mais aussi la mise en place de robots qui viennent automatiser nos process. On voit aussi l'émergence de l'intelligence artificielle. Voilà quelques-unes des transformations. Mais pas seulement, donc il n'y a pas que des transformations technologiques, on est aussi percuté par des évolutions sociétales, des évolutions réglementaires, l'apparition de nouveaux concurrents comme les fintech ou les GAFAM par exemple, là encore qui nous obligent à être agiles, à nous transformer, à faire évoluer nos métiers et nos compétences. Donc on doit s'adapter vite. Et c'est pas si facile de s'approprier ces différents changements. C'est là le paradoxe, parce qu'on est aussi dans une entreprise où on a une très forte culture de la conformité, du réglementaire, des process, et donc il y a une tension entre cette nécessité d'être très agile et en même temps ce rappel de nos process et du réglementaire. En préparant l'intervention, j'ai revisionné une intervention du directeur général de Crédit Agricole SA, Philippe Brassac, qui s'exprimait très récemment la suite au lancement de notre projet d'entreprise du groupe. Et Philippe Brassac nous dit que pour que le digital s'installe vraiment avec l'automatisation et la robotisation des processus, l'arrivée de l'IA, il faut repenser l'offre de responsabilité humaine à apporter à nos clients. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit ça? C'est que nos clients doivent pouvoir, via une relation de proximité, être en contact avec des collaborateurs, mais aussi des équipes qui vont être capables de responsabilité et de décision, qui vont être capables de discernement, d'initiative, d'autonomie également. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, quand un client va rencontrer son conseiller bancaire, bien sûr, le conseiller sera accompagné par cette intelligence artificielle, par ces processus automatisés, etc. Mais qu'au final, il devra, le conseiller, être capable de prendre du recul, être capable de s'appuyer sur un collectif, et qu'au final, c'est bien un humain qui va prendre la décision. Donc, voilà quelques enjeux compétences que vous pouvez voir ici, sachant que, évidemment, on doit, au sein du Crédit Agricole, maîtriser tout le socle de professionnalisme, les techniques bancaires, le réglementaire, les évolutions de la fiscalité, les évolutions de nos produits, de nos outils, etc., 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 etc. Donc, devenir une learning company, c'est évidemment, encore une fois, une nécessité. En tant qu'université du groupe Crédit Agricole, nous pouvons accompagner, nous nous mettons en marche pour accompagner ces enjeux forts de compétences, mais nous ne sommes pas employeurs du groupe. Et donc ça, c'est quand même un point important que je dois partager ici, d'où je parle aujourd'hui. Donc je suis bien, moi, aujourd'hui représentante de l'université du groupe Crédit Agricole. On est à peu près 150 collaborateurs au sein de l'université et on s'adresse aux 141 000 collaborateurs du groupe Crédit Agricole. On doit avoir des administrateurs, je regarde Nathalie, également qui sont aussi formés et accompagnés par l'université du groupe. Mais nous sommes donc
organisme de formation au sein du groupe Crédit Agricole, mais ce sont les employeurs du groupe, les caisses régionales qui sont au nombre de 39, mais aussi LCL, Pacifica, Predica, etc., qui sont donc co-responsables, on va dire, de l'employabilité des collaborateurs du groupe Crédit Agricole. Et donc, nous ne pouvons pas jouer sur tous les leviers, on peut en influencer certains, on en maîtrise certains, mais pas tous, notamment des leviers importants dont on a parlé tout à l'heure, l'organisation du travail, le rôle, la responsabilité des managers, la fixation des objectifs, la culture d'entreprise, etc. Ça se joue principalement peut-être au niveau des entités. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on met en œuvre à l'IFCAM pour contribuer à l'avènement de cette Learning Company? Ce que je vous propose, c'est de zoomer sur quatre axes avec quelques exemples concrets. Le premier axe, c'est qu'on essaye au sein de l'université d'entreprise donc de nous intéresser encore davantage à nos apprenants, et on essaye très modestement, avec humilité, de développer cette culture de l'apprenance. On a créé il y a 18 mois une direction en charge de l'expérience apprenant qui vise à favoriser une expérience utile, engageante et remarquable. Donc on a démarré avec Sandra d'ailleurs dans cet accompagnement pour réfléchir, repenser nos convictions pédagogiques. On s'est attelé aussi finalement au stage. On est parti de là, de nos campus et de ce qui se passait sur ces lieux physiques. Et on a aussi travaillé à la professionnalisation et à l'accompagnement aussi des intervenants pédagogiques qui dispensent le présentiel. Et on s'est dit qu'on allait travailler pour donner à nos apprenants, aider nos apprenants en tout cas, on a pensé la question de vouloir savoir et pouvoir apprendre. Voilà des éléments qu'on a essayé de travailler. Donc sur le vouloir apprendre, un des grands constats, mais un constat qui fait mal, c'est que finalement, on a des collaborateurs du groupe qui sont à la fois, avec nos yeux au sein de l'université d'entreprise ou des yeux d'employeurs, on peut dire, mais quelle chance incroyable. Il y a en moyenne 5 à 6 jours par collaborateur par an dédiés à de la formation, mais on a aussi des collaborateurs qui nous disent au secours, c'est trop, on n'en peut plus, et finalement la formation devient parfois une punition. Donc ça, c'est un constat qui fait mal, et on essaye de travailler sur ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner du sens? Un certain nombre de points dont on a parlé tout à l'heure. Parmi les actions très concrètes qu'on a pu mettre en place, on a proposé un calendrier de l'Avent. Donc, vous voyez qu'on a joué, ça devait être encore une fois la période de Noël qui s'approchait, mais entre cette convocation au stage ou à l'invitation au stage et le premier jour en formation, chez nous, il y a 30 jours. Et donc, l'idée, on a travaillé ça avec des apprenants, c'est quels sont c'est un conseil par jour, finalement, pour se préparer, affiner son projet d'apprentissage, apprendre à apprendre, se connecter aux autres, puisque on vient à Paris dans un groupe très décentralisé. Donc, c'est une formidable aussi opportunité pour échanger avec d'autres. Et ça, on le prépare, ou en tout cas, on aide aux apprenants à se préparer et à s'organiser sereinement pour le moment où ils seront en stage. On a aussi pu travailler sur la personnalisation avec un outil qu'on appelle le ScanUp chez nous, mais c'est un outil d'e-évaluation qui permet à chaque apprenant d'être orienté finalement sur la base de questionnaires sur des formations extrêmement ciblées. Donc là, l'idée, c'est que finalement, ça rejoint cette question de réponse à mes problèmes dans ma propre situation. On sait qui je suis, on sait ce que je sais, on sait quels sont mes besoins, et on m'aide finalement à aller chercher la bonne formation très ciblée dont j'ai besoin, mais on ne me fait pas perdre mon temps avec une journée de formation sur l'ensemble du programme réglementaire, par exemple.
Savoir apprendre, sur ce point-là, on a pu travailler avec Olivier Charbonnier et ses équipes que j'aperçois dans la salle notamment, sur une exposition apprenante qui est disponible sur nos deux campus, où on permet à nos apprenants de réfléchir à ce qu'est apprendre, comment on peut régénérer son attention, la place des émotions dans l'apprentissage, la mémoire aussi, les mécanismes de la mémoire. Et finalement, on articule à la fois de l'exposition à des contenus, à ce qu'on appelait des cognitifs, des trucs et astuces pour mieux apprendre, mais aussi des expériences. Par exemple, on a pu faire vivre à nos apprenants, mais aussi aux intervenants ou aux collègues qui viennent sur les campus, une expérience avec un outil qui s'appelle Somméo, qui permet en quelques minutes d'être au bord du sommeil, voilà, et de régénérer son attention avant de repartir en salle. Je vais donner un dernier exemple sur ce point, parce que je pense que le temps file. Dans le cadre d'un programme qu'on a lancé, le programme BMDP, beaucoup moins de papier, qui répond à des enjeux écologiques, économiques, évidemment, mais aussi pédagogiques. Notre idée, finalement, c'était d'accompagner les apprenants pour revenir à des choses mais très simples, hein, comme la prise de notes. C'est très rassurant pour un apprenant, mais aussi pour les formateurs, mais aussi pour les services formation qui sont nos clients au sein du groupe, de faire qu'avec le stage, on ait les 200-300 pages imprimées. Ça donne à voir l'apprentissage. Évidemment, non, ça donne à voir qu'on a juste imprimé du papier. Et donc, aider les apprenants à savoir comment aller chercher la connaissance, à construire leur propre synthèse. Mais ça a été un exercice important. On a aussi accompagné nos formateurs pour qu'ils prennent ces temps réflexifs avec les apprenants, encore une fois, pour les rendre plus acteurs de leur parcours. Sur le dernier point, pouvoir apprendre, là, si je continue sur mes exemples dans le cadre du campus, ce qu'on essaye de développer, c'est un environnement qui va favoriser l'apprentissage, un campus où on se sent bien. Donc on a travaillé la décoration, on a fait en sorte, on essaye en tout cas de faire en sorte que ce soit chaleureux, qu'on se sente bien, qu'on puisse facilement rencontrer des personnes, qu'on puisse reprendre son énergie sur la terrasse, dans le foyer ou dans un jardin, par exemple. Et on essaye aussi de favoriser des rencontres qu'on espère inspirantes ou utiles, parce qu'on se retrouvera au sein du groupe Crédit Agricole. Hein, on a des carrières qui sont plutôt longues au sein du groupe. Et donc, on a une récente expérience, c'est le connecteur. Le connecteur, finalement, c'est un moment où on surfe, vous savez, sur ces journées. Alors là, par exemple, c'était la journée mondiale des geeks, la journée mondiale des langues européennes. Bon, j'attends la journée mondiale du chocolat. Bon, bref, mais ce sont juste des prétextes, évidemment, pour que les apprenants de différents stages se retrouvent, échangent, et on invite aussi des collaborateurs du groupe. Donc, premier axe de l'université, c'est nous intéresser davantage à l'apprenant. Deuxième axe, c'est nous rapprocher des situations de travail. Donc, comme vous, plus modestement, on démarre des expérimentations sur la FES. Donc, je vais pas détailler ce point-là. On va plus loin aujourd'hui sur la réalité virtuelle. On profite du fait que finalement les technologies soient un peu plus matures aujourd'hui pour utiliser la réalité virtuelle. Donc pour se rapprocher du réel, évidemment, tout ça c'est simulé, mais quand même ça devient opérationnel, très prometteur. On a par exemple une expérience avec un prestataire qui s'appelle Pitchboy, qui permet de combiner la réalité virtuelle, mais aussi l'intelligence artificielle et la voix. Et donc, on s'adresse, dans des simulations pour des entretiens commerciaux, finalement, l'apprenant est en train vraiment de parler en langage naturel à un avatar là, en intelligence artificielle. Donc, c'est très prometteur comme technologie pour nous. On revoit aussi nos pratiques de conception pour être
moins, ou pas seulement avec nos commanditaires qui vont être sur du travail assez prescrit, mais embarquer tout de suite les apprenants, leurs managers, l'animation commerciale, et être plus proche des contextes de travail et des contextes où on va transférer demain. Et puis, j'ai envie de vous citer Karl. Alors Karl, c'est un agent conversationnel qui est directement disponible sur le poste de travail de certains conseillers, pour certaines caisses régionales qui ont décidé de le déployer. Karl, il permet lui aussi de répondre en langage naturel, mais pas avec la voix, là c'est par écrit. Il permet de répondre à des questions du conseiller, par exemple sur les crédits immobiliers, directement donc sur le poste de travail, et il va chercher des capsules de micro-learning, il va chercher une infographie, il va chercher des tutoriels très courts, et l'idée c'est que finalement le conseiller, tout en travaillant, et voire même avec son client en face à face, puisse aller chercher de la ressource ciblée qu'il dépanne en quelques minutes. Ça, c'est là aussi très prometteur. Ça nous amène à nous questionner aussi sur les grains de connaissances, pour que ça puisse être embarqué dans ce type de dispositif. Troisième zoom qui va être plus rapide, c'est qu'on cherche à développer notre capacité d'anticipation et nous nourrir de la prospective des métiers, la prospective métiers et compétences du groupe. Ça rejoint cette question évoquée tout à l'heure, donner le sens, avoir des perspectives pour que chacun construise son projet d'apprentissage. Donc on participe activement aux travaux de l'Observatoire du groupe Crédit Agricole. On va aider, là je vais reprendre un autre exemple d'exposition. Je vous ai parlé de celle sur le cerveau, une autre expo qu'on a pu faire avec Olivier Charbonnier, c'est une exposition sur l'intelligence artificielle et les robots. À quoi ressemblera finalement le fait d'apprendre demain ou de travailler demain avec l'IA et des robots. Et on a pris le même principe, des conférences, des ateliers, des temps de partage avec les collaborateurs du groupe, les collaborateurs de l'IFCAM, les apprenants, les formateurs, pour finalement mettre à distance ces évolutions qui sont en partie anxiogènes et nous projeter sur un futur. Voilà, comment on apprendra demain et comment on travaillera demain avec ces technologies. Ça a fait l'objet toutes ces traces, tous ces échanges ont fait l'objet d'un livre blanc. Et si ça vous intéresse, c'est sur le site ifcam-showhome.fr. C'est ma première page de pub. J'en ai une autre tout à l'heure. Dernier zoom. Le système d'information formation, c'est aussi pour nous, et Sandra l'évoque dans son livre, c'est aussi un enjeu majeur, faire que nos apprenants, que cette révolution digitale, elle bénéficie aux apprenants également, qui puissent plus facilement avoir des données qui leur soient utiles aux individus, qui soient utiles au collectif. Et donc, pour plus de personnalisation, plus de fluidité, plus un accès plus facile aux ressources, etc. Et donc, on met beaucoup d'énergie aujourd'hui à la fois pour finalement avoir un continuum entre le campus, e-campus, qui est notre plateforme e-learning, et Smart Campus, qui est notre outil de mobile learning. Ça, c'est un des premiers enjeux. On a aussi beaucoup de travaux engagés entre les entités du groupe qui ont leur SIRH et le système d'information de l'université du groupe. Donc là, beaucoup de défis, parfois d'incompréhension, pour arriver à articuler les choses, faire que chacun joue son rôle, mais qu'on ait de la data finalement exploitable à l'échelle de l'ensemble du groupe. Et concernant justement, je vais terminer par ça, les sujets de data et d'intelligence artificielle, une personne a été nommée en charge, donc après la responsabilité du programme Data et IA Formation pour compte de l'IFCAM. On mène aussi un certain nombre d'expérimentations, par exemple sur des projets en adaptive learning dans le cadre de nos programmes diplômants pour aider les apprenants finalement à gagner du temps en efficacité pour réussir leur diplôme. On travaille sur différents pilotes, de l'ancrage mémoriel ou d'autres sujets. Là encore, ça nous amène à finalement nous poser beaucoup de questions sur
qu'est-ce que c'est qu'une donnée utile, comment est-ce qu'on peut développer une hygiène, je mets plein de guillemets, hygiène de la donnée quand on conçoit, comment on passe à l'échelle au-delà des pilotes, comment on travaille en synergie avec les entités informatiques du groupe. Donc voilà, différents défis qui sont encore devant nous. Alors j'en arrive à la fin de mon propos. Ces différentes initiatives, on les décrit sur notre blog. Donc c'est ma deuxième page de pub. Vous pouvez aller sur ifcam-formation.fr. Et plus sérieusement, j'ai essayé de vous donner à voir que le groupe est engagé dans cet objectif de devenir une learning company. Nous, IFCAM, on porte certains leviers, mais évidemment, c'est une responsabilité très partagée par tous les acteurs de l'entreprise, et on doit avancer dans différentes dimensions, management, organisation, culture learning, etc. Et si je me recentre à nouveau sur l'IFCAM, ça nous pose un certain nombre de défis pour nous-mêmes. Et nous-mêmes aussi, on est questionnés, nous-mêmes on doit apprendre, et ça vient révolutionner pour nous aussi ces enjeux compétences pour les collaborateurs de l'IFCAM. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez en effet tous les deux les applaudir. Mais ce n'est pas encore fini. Je me retourne vers vous, parce que vous voulez compléter votre propos. Je vous ai un peu coupé la parole. Non, vous ne pouvez pas couper la parole, mais en fait, je vous avais proposé un petit zoom là, sur la formation en situation de travail, mais je vais faire assez court, qui est pour nous, effectivement, et ça a été dit aussi tout à l'heure un peu en introduction, qui est pour nous une des nouvelles modalités d'apprentissage, mais qui ne saurait pas, évidemment, résumer l'entreprise apprenante telle qu'on l'imagine demain, et juste partager quelques réflexions que l'on a aujourd'hui sur ce que pourrait être l'entreprise apprenante et comment Orange pourrait devenir une entreprise apprenante. Donc on a quelques convictions à ce stade qu'on souhaite creuser et tester. Et la première conviction, c'est qu'il faut qu'on soit en situation de multiplier en fait les opportunités d'apprentissage. Il y a évidemment la formation dont on a longuement parlé ce soir aussi, mais l'idée c'est comment on peut démultiplier en fait ces occasions d'apprendre pour permettre aux collaborateurs d'apprendre régulièrement et de façon continue. Et pour y arriver, alors d'abord une deuxième conviction, c'est que chacun peut apprendre de l'autre. Et que du coup, on a un sujet autour de comment réussir à faire en sorte que, au quotidien, chacun puisse apprendre de l'autre. Alors évidemment, nous, on a une responsabilité à la direction du Learning Development, c'est de voir comment on pourrait faciliter ça, c'est-à-dire peut-être voir comment peut-être créer des bases de partage de connaissances qu'on a déjà un petit peu initiées au travers notamment de notre réseau social Plaza. Se pose aussi, et on a réalisé un certain nombre de tests dans ce domaine où un certain nombre de collaborateurs réalisent eux-mêmes des tutoriels et les mettent à disposition dans des playlists qui sont ensuite à disposition sur notre plateforme d'apprentissage, Orange Learning. Donc ça, il y a un sujet autour de comment faciliter et rendre possible cet apprentissage entre pairs, on va dire. Avec évidemment aussi le rôle des communautés d'apprentissage qui peuvent aussi intégrer ce dispositif. Il y a un autre sujet que l'on souhaite creuser, qui est la pratique et la culture du feedback, qui n'est pas tellement une pratique chez Orange. En fait, on n'a pas forcément l'habitude de se dire spontanément, tiens, voilà, ça a bien marché, pourquoi ça a bien marché, tiens, ça a moins bien marché, pourquoi ça a moins bien marché. Et donc il y a quelque chose, alors il y a du feedback managérial bien entendu de manière classique, mais le feedback entre pairs, c'est pas forcément quelque chose aujourd'hui qui est très diffusé. Et savoir faire du feedback positif, aussi parfois négatif mais constructif, sont aussi des compétences qui s'acquièrent et qui ensuite peuvent diffuser dans toute l'entreprise. On a un vrai enjeu autour de cet apprentissage régulier aussi au travers du feedback. Et puis après, le troisième volet sur lequel on réfléchit et qui dépasse là largement le domaine aussi de la formation, c'est comment
généraliser, déployer la pratique, on va dire, de l'expérimentation, du test and learn, après on peut l'appeler de différentes manières, de la résolution de problèmes en groupe, enfin toutes ces méthodes en fait qui sont des méthodes qui permettent aussi d'apprendre au quotidien sans être du tout dans un processus classique de formation. Et c'est pour ça, alors nous on parle un peu de culture aussi parce que ce que l'on voudrait faire en fait et impulser, c'est vraiment une culture de l'apprentissage un peu à tous les niveaux de l'entreprise. Qui diffuse, qui infuse et qui stimule, qui encourage, qui favorise en fait l'apprentissage sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que c'est un projet qui dépasse largement le domaine du learning and development. C'est vraiment un projet d'entreprise en fait, puisque ça suppose que à tous les niveaux de l'entreprise, on partage cette ambition, cette culture. Mais ça veut dire aussi qu'en termes de KPI, d'indicateurs, de mesures de l'efficacité, à un moment donné, ces éléments-là soient aussi pris en ligne de compte. Alors c'est déjà le cas pour la formation. Par exemple, le taux d'accès à la formation fait partie des indicateurs des parts variables des 4 dirigeants. Donc il y a déjà chez Orange un peu une culture de la formation, du développement des compétences, mais ça veut dire qu'il faut que voilà, dans l'entreprise apprenante, on soit aussi en capacité de prendre en compte aussi ces indicateurs pour montrer aussi que c'est important et que ça concerne l'ensemble de l'entreprise. Merci beaucoup pour ces points ajoutés. Je me retourne directement vers vous. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ? Oui. Merci beaucoup pour ce partage, c'était très très riche. Moi j'ai une question à vous deux. Dans le cadre de vos directions respectives, comment est-ce que vous avez pu formuler vos objectifs à atteindre à horizon court terme, 1 an ou moyen terme, 3 ans, et quels indicateurs et objectifs est-ce que vous suivez? Merci. Alors, je commence. Alors, aujourd'hui, on a des indicateurs assez classiques, en fait, hein, de mesure de notre performance en termes de développement des compétences. Donc, on suit des taux d'accès à la formation, puisqu'on a pour objectif que plus de 90% de nos collaborateurs aient suivi des formations. Et on est aujourd'hui à peu près aussi à 5 jours hein, de formation par salarié par an chez Orange en France. On a des indicateurs de suivi de l'efficacité des formations. Les collaborateurs ont la possibilité d'évaluer chacune des formations suivies, ont la possibilité de liker les formations qu'ils ont suivies directement sur notre plateforme de Learning and Development. Sur un peu la prospective, on va dire, on s'est vraiment fixé comme objectif de ne pas en avoir pour démarrer. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu tout de suite, ce qui est un peu une tendance hein, chez Orange, de vouloir tout de suite voilà, fixer des objectifs, des KPI, les mesurer, etc. Et là, volontairement, on a juste dit une chose, on a dit il faudra qu'on intègre la dimension apprentissage dans les indicateurs de performance opérationnelle. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, si on veut que le manager, si on veut que le collaborateur intègre cette dimension, soit mobilisé pour développer ces nouvelles façons d'apprendre, il faut qu'on en tienne compte aussi dans la manière dont on va évaluer la performance des différents acteurs concernés. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que de dire c'est important, mais finalement on ne change rien, et puis l'évaluation se fera toujours sur les mêmes critères. Donc on est plutôt dans cette logique-là, mais sinon on a plutôt une approche à ce stade très pragmatique qui consiste à dire testons, voyons effectivement comment les choses se présentent et ensuite, dans un deuxième temps, et peut-être au moment du passage à l'échelle, on verra comment on peut effectivement fixer des indicateurs. Mais pour l'instant, on ne l'a pas fait. Je vais avoir une réponse assez proche. On a pour objectif de développer une expérience utile, engageante et remarquable. Donc ça, on a posé notre définition et nous aussi, vous l'avez compris, on est sur un certain nombre d'expérimentations. On a des indicateurs très basiques autour du suivi de la satisfaction des apprenants. Après, on va faire des mesures
très, très ciblés, on va dire, sur des dispositifs. Quand on a fait de la réingénierie de parcours, enfin des actions précises. Je parlais tout à l'heure du programme Beaucoup moins de papier. Ça a été très, très, très suivi et monitoré. Et après, on passe aussi à une échelle bien plus large où là, l'idée, c'est de voir en quoi la formation va contribuer à l'IER, l'indice d'engagement indice d'engagement et de recommandation, c'est ça, des collaborateurs. Donc, vous voyez qu'on a une maille très opérationnelle ou une maille très haute. Alors moi j'ai une question sur l'empreinte géographique de vos expérimentations et puis de vos différentes académies. Est-ce que c'est français? Est-ce que vous avez des expériences plus européennes, plus internationales? Et si oui, y a-t-il des différences culturelles dans les façons d'apprendre entre les différentes cultures, les différents pays, etc.? C'est français. Alors nous, pour le coup, donc nous on est beaucoup présents donc en Afrique notamment, et puis en Europe, en Pologne, en Espagne, en Roumanie, en Slovaquie, enfin dans cette région du monde. Et puis avec notre filiale Orange Business Service, on est présent vraiment pour le coup dans l'ensemble du monde. Alors il y a des différences, mais qui sont pas dans les façons d'apprendre, qui ne sont pas absolument, comment on va dire, énormes entre ce qu'on observe en France ou ce qu'on observe dans d'autres pays. Ce qui est peut-être différent, mais c'est plus, parce qu'on ne l'a pas vraiment mesuré, par exemple sur la formation situation de travail, c'est par rapport au digital, où pour le coup, l'appropriation du e-learning, du digital est plus forte, on va dire, dans certains pays que dans d'autres, où c'est une manière d'apprendre. Et c'est toujours un peu la difficulté pour nous de faire la part des choses entre ce qui est la culture du pays et la structure sociologique de la filiale dans le pays, puisque voilà, Orange a aussi son histoire en France, etc., avec une moyenne d'âge qui n'est pas la même qu'on peut constater aussi dans d'autres pays. Donc c'est parfois un peu difficile de faire la part des choses, et l'appropriation, par exemple, du e-learning dans certains pays peut être aussi due à la culture du pays que, effectivement, à la structure, à la moyenne d'âge ou à la structure sociologique, on va dire, de la filiale dans le pays. Donc c'est parfois un peu difficile pour nous de faire la part des choses. Mais c'est vrai que sur certains, notamment, je pense beaucoup au digital parce que c'est plus ça qu'on a pu observer jusqu'à maintenant. Il y a parfois des manières d'apprendre ou des technologies qui sont plus vite adoptées dans certains pays que dans d'autres. Mais dans les manières d'apprendre, voilà, on ne voit pas forcément de différences très importantes. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'avais une question peut-être qui regroupe les deux tables rondes. Et pour reprendre ce que vous disiez au tout début, Monsieur Carré, comme on n'apprend pas forcément que dans l'entreprise, moi je crois beaucoup à la FEST et aux expérimentations parce que justement, c'est quelque chose que... C'est l'entreprise qui apporte cet apprentissage-là. Je voulais savoir quel était votre positionnement par rapport à toutes les formes d'information et de formation que l'on peut trouver à l'extérieur de nos organisations, qui sont de plus en plus riches, de plus en plus élaborées. Et donc, nos collaborateurs peuvent apprendre par ce biais-là. Quelle est la frontière entre ce que l'on doit ramener dans l'entreprise pour pouvoir les garder chez nous et quelle est la part de ce que nous, on doit ouvrir pour aussi déléguer. Voilà. Donc, quel était, de façon plus large, quel est le positionnement que vous imaginez avoir vis-à-vis de toutes ces sources et de toute cette formation que nos collaborateurs trouvent par ailleurs? J'y vais. Alors, c'est une question très difficile. Sachant que, alors là c'est l'expérience d'Orange, même chez Orange, les salariés d'Orange trouvent qu'il y a déjà trop de formations chez Orange, que ça foisonne déjà beaucoup. Donc un de nos enjeux, avant de réguler l'ensemble de l'écosystème par rapport à ce qui est votre question, c'est déjà de faire en sorte d'organiser
notre propre offre pour la rendre plus simple, plus lisible, parce qu'aujourd'hui, elle foisonne. Alors là, pour le coup, le digital nous apporte quand même voilà, beaucoup de solutions possibles, parce que l'idée n'est pas de réduire notre offre de formation ou de développement des compétences, mais plutôt de la rendre plus simple et plus lisible. Donc on travaille à l'amélioration de nos moteurs de recherche, puisqu'aujourd'hui on a des moteurs de recherche qui ne sont pas au niveau de ce qu'on peut rencontrer notamment à l'extérieur de l'entreprise. Donc ça c'est un premier sujet. Et puis on travaille beaucoup sur la recommandation, c'est-à-dire on commence avec un peu d'intelligence artificielle, de regarder au travers quelques algorithmes quelles sont les formations qui peuvent être poussées vers les collaborateurs. Donc chacun sur sa page en fait Orange Learning. Donc on teste aujourd'hui là aussi, hein, on teste sur tous les sujets, parce que des fois ça marche pas. Hein. C'est-à-dire que des fois ce qui est recommandé ne paraît pas forcément très pertinent. Donc on est là aussi dans cette phase un peu d'apprentissage. Mais du coup effectivement c'est des choses que l'on teste. Alors ça répond pas à votre question qui est plus globalement comment on régule aussi par rapport à l'ensemble de l'écosystème. C'est vrai que notre priorité aujourd'hui, c'est vraiment de se concentrer sur ce que peut apporter l'entreprise, mais on utilise aussi ce qui est disponible à l'extérieur et on le ramène parfois à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, sur toutes ce que nous on appelle les compétences clés, donc on a communiqué avec impact, listening and responding, etc. Toutes ces compétences humaines, hein, en fait, on a identifié des compétences dont on pense qu'elles sont utiles, quel que soit le métier que vous exercez, en fait. Et donc pour ces compétences-là, on va aussi chercher à l'extérieur, en fait, ce qui peut être disponible et du coup on l'intègre dans nos dispositifs plutôt que d'aller concevoir, parce que en fait sur un certain nombre de sujets c'est pas forcément utile parce qu'il n'y a pas forcément de spécificité Orange qui nécessite d'aller construire des dispositifs spécifiques. Donc en fait on va aussi chercher y compris des contenus gratuits qui sont disponibles et qu'on peut intégrer comme des petites capsules dans des parcours qui adressent une thématique ou une compétence. Mais c'est vrai que la question que vous posez, elle est souvent posée par nos propres collaborateurs, en fait, hein, qui nous disent ouais, mais il y a plein de choses que je peux aussi aller chercher ailleurs. Bon. Mais après, c'est vrai que ça a toujours été aussi un peu le cas. Maintenant, ça l'est plus parce qu'il y a plus d'opportunités. Mais avant, on pouvait toujours aussi aller livrer un livre, lire une revue, sans que ce soit forcément proposé par l'entreprise. Mais là, c'est vrai qu'il y a un effet démultiplicateur avec le digital. Vous voulez répondre? Que rajouter? Disons que le point de vue côté IFCAM, finalement, on n'est qu'un maillon d'une grande chaîne et que le collaborateur du groupe a évidemment accès à une multitude de ressources. Nous ne représentons qu'une part des ressources à sa disposition. Et peut-être que je vais faire aussi un pas de côté. Une de nos activités au sein du pôle, c'est de travailler sur le sujet du compte personnel de formation, voir ce que ça implique pour nous et pour les collaborateurs du groupe. Et que une des réponses qu'on apporte, c'est aussi de permettre aux collaborateurs d'aller se saisir. Enfin, c'est à la fois, on va dire que c'est CPF co-construit où l'employeur va accompagner des programmes diplômants où le collaborateur finance et l'employeur finance, mais c'est aussi, on permet aux apprenants et aux collaborateurs du groupe d'aller chercher cette offre. On valorise le fait d'aller se former et de se développer sans finalement passer par son employeur, hors temps de travail et sans forcément passer par son université d'entreprise. Donc voilà, en faisant un pas de côté, un autre élément de réponse peut-être. Alors on a une dernière question. Merci. Vous avez mentionné beaucoup, en fait, dans les expérimentations d'apprentissage en situation de travail, le rôle du management, en fait. Et Sandra mentionnait avant et aussi le fait que ce type d'apprentissage pouvait challenger assez fortement les modes managériaux. Est-ce que vous voyez, alors si je prends le point du management, est-ce que vous voyez un avantage à travailler l'apprentissage au niveau de l'équipe plutôt que, je caricature, qu'au niveau individuel?
et quel frein ou quel risque vous voyez à s'attaquer entre guillemets à l'équipe plutôt qu'à l'individu? Alors, je vais vous faire une réponse un peu de Normand, mais pour moi, les deux sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que, nous, dans notre approche, tout au moins, on n'oppose vraiment jamais les deux. C'est-à-dire que sur un certain nombre, on n'oppose jamais les deux, et on considère que l'un n'est jamais l'exclusif de l'autre. C'est-à-dire que, et ça dépend vraiment des équipes et aussi des métiers. C'est vrai que l'apprentissage individuel, c'est-à-dire qui va consister à progresser, on est attaché à cette notion quand même de personnalisation qui va permettre effectivement à chacun, en fonction de là où il est aujourd'hui, dans la maîtrise de ses compétences, de pouvoir progresser sur les domaines qui, pour lui, sont le plus importants, etc. Donc on est très attaché à cette notion de personnalisation. Après, sur un certain nombre de sujets, je l'ai vu notamment par exemple sur le monde des réseaux, etc., on a aussi conduit, sous des formes très approchantes, des opérations de développement des compétences de manière collective, en fait. Donc en fait, pour moi, les deux sont très complémentaires. C'est vrai qu'on a, là peut-être dans mon propos d'ailleurs, on a peut-être aujourd'hui un peu plus on met un peu plus l'accent sur la personnalisation parce qu'on a été quand même beaucoup jusqu'alors dans des approches très collectives. Voilà. Bon. Mais comme d'habitude, il ne s'agit pas de dire bon ben voilà, on a fait ça, maintenant on arrête tout puis on fait complètement autre chose. Donc je pense que cette dimension collective, elle a vraiment son sens. Par contre, on est vraiment dans cette recherche aussi de personnalisation que rend possible aussi du coup le digital, que rend possible aussi la formation en situation de travail. Mais par exemple sur la cybersécurité, c'est un parcours qui est en formation en situation de travail. Et en fait, une partie de l'équipe, pas toute l'équipe, mais une partie de l'équipe composée de ceux qui sont dans le parcours sont en formation en situation de travail, avec un accompagnateur d'ailleurs qui leur est commun. Donc là, on est à la limite entre l'ensemble de l'équipe, l'individu, et en fait une partie de l'équipe qui est en accompagnement semi-collectif. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais merci. Est-ce que vous voulez compléter la réponse? C'est bon? Sinon, je vous remercie. On peut les applaudir encore une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence et vos échanges et vos questions. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain événement le 25 novembre sur le trottoir et la Smart City. Et nous avons notre dernier événement, notre cycle événementiel sur les nouvelles formes de travail le 26 novembre sur les nouvelles aspirations des collaborateurs. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous propose de continuer nos échanges autour d'un verre. Très bonne soirée à vous. Au revoir.